Radio Publique Africaine. Radio Publique Africaine. C'est le moment de suivre le journal parlé en français. À la présentation, Inès Gakiza. Nous sommes lundi 5 juin 2023. Bonsoir et bienvenue à notre édition dont voici le sommaire. Entraînement paramilitaire forcé des élèves de la commune Kayogoro à Makamba. Les parents dénoncent ces entraînements organisés dans le cadre de la préparation de la journée dédiée à ce président Nkurunziza. Conditions de vie difficiles des détenus, sans accès facile au bois de chauffage, les détenus utilisent des objets plastiques pour préparer leur nourriture, comme vous l'entendrez tout à l'heure. Et enfin, identification ethnique en cours au ministère de l'Éducation, un recensement qui inquiète le personnel concerné. Voilà pour le sommaire. Encore une fois, bonsoir et bienvenue. Rebondissement dans l'affaire de détournement et malversation à la présidence de la République du Burundi. Depuis vendredi dernier, la caissière Marie-Claire Nsabimana séjourne à la prison centrale de Mimba. Des informations en provenance de la présidence indiquent qu'elle aurait été accusée avant son emprisonnement d'avoir témoigné devant la justice sans l'autorisation de ses supérieurs hiérarchiques dans le procès d'un employé de la présidence détenu actuellement dans le cadre de ce dossier, une accusation que certains employés de la présidence estiment qu'elle entre dans le processus de vouloir protéger les vrais auteurs du dit détournement. Plus de détails avec Eloge Divin, Remesha. Certains employés de la présidence indiquent que la nommée Marie-Claire Nsabimana travaille dans cette institution depuis plus de 20 ans. Elle y travaille comme comptable. Depuis vendredi dernier, elle est locataire de la prison centrale d'Omimba. Les employés de la présidence font savoir qu'elle serait victime d'avoir témoigné en faveur de son collègue, le nommé Richard Nzishura, sous les verrous actuellement dans le cadre d'une affaire de détournement. Un détournement d'une somme d'1 milliard de francs burundais signalé dans les caisses de la présidence. Ce détournement a été constaté après qu'un vide ait été remarqué dans le budget destiné à être utilisé dans les travaux de construction en cours des résidences du président de la République dans certaines provinces. Comme indiqué dans nos récentes éditions, c'est le nommé Edmond Dieudonné Akitimana qui est le plus cité par différentes sources comme étant derrière ce détournement. Ce dernier occupe depuis le mois de février dernier le poste de chef de service chargé de l'administration et de la gestion à la présidence, un service sous la responsabilité du cabinet civil du président. Des informations à notre possession indiquent que ceux qui sont actuellement poursuivis dans ce dossier avaient pourtant essayé de dénoncer ces détournements. Plus d'une fois, ils se sont inscrits en faux contre les pratiques de surfacturation et de sortie de fonds non justifiés, révèlent ces mêmes informations. Actuellement donc, c'est la peur panique au sein des employés de la présidence après l'emprisonnement de la comptable Marie-Claire Nsabimana. Certains nous ont expliqué que leur peur est due au fait qu'ils ont été informés qu'avant d'acheminer à Mimba la nommée Marie-Claire Nsabimana, elle aurait été interrogée au parquet de Mukaza sur le motif qui lui a poussé à donner son témoignage sans l'aval de ses supérieurs hiérarchiques. La rédaction de la RPA a encore une fois tenté de joindre par téléphone la porte-parole de la présidence, Rosine Gatoni, mais son téléphone sonnait sans que personne ne décroche. Dossier à suivre. Merci à toi, Eloge Divin Lemech. La spoliation de l'hôpital Kida relève d'un plan mûrement et longuement planifié par certains membres du gouvernement. Le but étant de s'accaparer coûte que coûte de cet hôpital. Les planificateurs n'ont pas eu d'autre choix que de faire recours à la force, vu que toutes les autres tentatives avaient échoué. Josiane Moudaneza. Dans notre précédent reportage, nous avons parlé de la rencontre entre l'administrateur directeur général de la SOCABU, en même temps vice-président du conseil d'administration de l'hôpital Kira, et les actionnaires suisses, dont le président du dit conseil d'administration. Cette rencontre qui a eu lieu au mois de novembre 2021, plus exactement au restaurant Le Belvédère, avait pour but de convaincre par tous les moyens possibles les actionnaires majoritaires suisses afin qu'ils cèdent le fauteuil de présidence du conseil d'administration. Pour ce faire, selon nos sources au sein de l'actionnariat suisse, Charles Ndagijimana a donné l'exemple de la Braoudi où ce poste revenait à un représentant du gouvernement, ce à quoi ses invités ont répondu par la négative, tout en expliquant à ce représentant de l'État que cela ne pouvait pas être possible dans le cas Kira, vu que le gouvernement est minoritaire, contrairement aux actions investies
dans la Braroudi. Frustré, révèlent toujours nos sources, Charles Ndagijimana a procédé par menace, faisant savoir à ses interlocuteurs que s'il ne lui concédait pas la présidence du conseil d'administration, il allait leur mettre les bâtons dans les roues et faire échouer leur plan visant la restructuration crédit auprès de la BCB, un chantage auquel les actionnaires en question n'ont pas cédé, ce qui n'a fait qu'exacerber la colère de Charles Ndagijimana, surtout que, selon certains employés qui prestaient à l'époque à l'hôpital Kira, il s'est fait taper sous les doigts quand il a exigé de faire partie des signataires, alors qu'il n'en avait pas les prérogatives. Certains actionnaires privés burundais vivant à l'étranger qui se sont confiés à la RPA font savoir que, au lieu de faire respecter la loi, l'administrateur directeur général de la Sokabu, en même temps vice-président du conseil d'administration de l'hôpital Kira, a alors commencé à comploter pour évincer définitivement les actionnaires suisses et ainsi avoir la mainmise sur la gestion de l'hôpital Kira, un plan qu'il a concocté avec la complicité d'Alfred Innocent Museremu, alors en charge de la documentation intérieure, Esdras Boutari, un homme d'affaires rwandais très proche du pouvoir CNDD-FDD, ainsi que le directeur administratif et financier de l'hôpital Kira, en la personne de Gervais Ndaïzeye. Les mêmes sources font savoir que plusieurs réunions entre ces quatre personnes ont eu lieu à des endroits différents mais familiers à Esdras Boutare. Les lieux qui ont abrité ces réunions sont entre autres la résidence du Rwandais Esdras Boutare située en zone Nyabugete, l'hôtel Safari Gate où séjourne souvent ce dernier, ainsi que l'entreprise Itracom lui appartenant. C'est au cours de ces réunions qu'il sera même décidé que les actionnaires suisses soient effacés de tous les documents relatifs à l'hôpital Kira, recommandation que Charles Ndagijimana a mise en pratique à la lettre. En effet, ce dernier a fait savoir lors d'une réunion qu'il ne reconnaissait pas les Suisses comme actionnaires de l'hôpital Kira, mis à part quelques dons en nature qu'ils avaient octroyés au dit hôpital. Ici, il faisait référence aux équipements que ces étrangers ont fournis en guise d'investissement, comme convenu avec l'administrateur directeur général de la Sokabu de l'époque, avant la construction de l'hôpital. Un commissaire aux comptes sera même sollicité pour tirer au clair cette situation qui, selon ce représentant du gouvernement, n'avait qu'assez duré. Il sera également demandé à ce commissaire d'enquêter afin d'établir la part de chacun en termes d'action. Un délai de 5 mois sera même donné à cet expert et le rapport final devrait être rendu le 31 mars 2022 lors de l'Assemblée générale avant d'être soumis le lendemain au conseil d'administration pour approbation. Mais dans l'entretemps, l'argent ne cessait d'affluer. L'hôpital venait de recevoir un don de plus d'1 200 000 de la part de l'Allemagne, lequel don était alloué à la lutte contre la Covid-19. Parallèlement, un autre homme d'affaires suisse venait de promettre d'injecter dans ce projet un montant de 10 millions de dollars américains pour faire de Kila un hôpital de renom et de référence dans toute l'Afrique. Ce sont ces sommes colossales qui ont précipité les choses. Et pour cause, une fois ces promesses d'argent tombées dans les oreilles de certaines autorités du pays et certains cadres militaires, ils ont vite fait de se réunir pour décider de son partage avant même que le décaissement n'ait lieu. Nous y reviendrons. Merci à toi aussi, Josiane Moudzané. Dans les droits de l'homme toujours, 5 enfants ont été torturés samedi dernier par un nommé Elina Hagoum. C'est dans le quartier Gatumba, en commune Mutimbuzi de la province Bujumbura. Leur famille affirme qu'ils ont été battus injustement, accusés de voler dans un champ de maïs et demande que l'auteur de ce crime soit puni selon la loi et qu'il puisse les faire soigner. Le point avec Elvis Nyamongere. C'était dans la matinée de ce samedi 3 juillet 2023 que ces 5 enfants de la zone Katumba s'étaient rassemblés pour aller faire la pêche, mais en passant prédiquant dans cette Eri Nago et Nomwe, ils ont été arrêtés par ces travailleurs et ces derniers les ont accusés d'avoir volé du maïs dans ce champ. Et c'est par là qu'Eri Nago et Nomwe les a frappés sauvagement à les torturant, témoigne un des membres des familles de ces enfants. C'était vers 7h30 ce samedi dernier que ces enfants sont partis faire la pêche. Ils ont passé près du champ appartenant à Eri Nagoum et les gardiens de ce champ les ont arrêtés pour voir ce qu'ils avaient. Mais ces enfants transportaient un bassin et un filet de pêche. Ces gardiens les ont alors accusés que ce sont eux qui avaient volé du maïs dans son champ et qu'ils revenaient voler d'autres maïs. Mais ces enfants ont refusé ces allégations en disant qu'ils allaient faire la pêche. Les gardiens ont appelé leur employeur et il est venu en courant en amenant un tuyau d'eau et des ceintures. Il a ligoté ses enfants avec ses ceintures et les a tabassés avec ce tuyau jusqu'à ce que ce tuyau soit cassé. Puis, il les a immergés dans un pont d'eau.
Même si c'est lui qui les a torturés, Eri Ntagowenumwe a été arrêté et se trouve actuellement en détention au cachot de la brigade de la zone Gatumba. Les familles de ces enfants demandent qu'ils se chargent de donner les soins de santé et qu'ils soient réellement punis par la justice. Nous demandons que même si l'auteur de ce crime a été arrêté, qu'il ne soit pas relâché, qu'il verse l'argent nécessaire pour que ces enfants puissent être soignés et que la justice agisse. Cet homme ne doit pas être mis en liberté car il pourrait prendre la fuite étant donné que l'état de santé de ces enfants est très mauvais. Jusqu'à ce lundi, ces enfants attendaient de faire des examens de radiographie pour voir l'état de leur santé, puisqu'il était visible que partout sur le corps où ils ont reçu des coups, c'était gonflé. Parmi les 5 victimes, 3 sont encore des mineurs ayant entre 12 et 14 ans. Je vous l'avais dit au début de ce journal, difficile accès au bois de chauffage pour les détenus de différentes prisons du Burundi. Et pour éviter de mourir de faim, les détenus font recours à l'usage d'objets plastiques, ce qui constitue un danger réel sur la santé des détenus eux-mêmes, de la population environnante et sur l'environnement, selon le rapport de l'association Ensemble pour le soutien des défenseurs des droits humains en danger, ESDDH en sigle. Pour cette organisation, cela relève en grande partie de les responsabilités de l'administration pénitentiaire. Quelques points saillants du contenu de ce rapport avec Onésime Dushimagidze. La cuisson d'aliments dans les enceintes de la prison constitue un acte moteur pour la survie d'un détenu au Burundi. En effet, selon le rapport de l'association Ensemble pour le soutien des défenseurs des droits humains en danger et SDDH en sigle, non seulement le détenu éprouve des difficultés à trouver de la ration, mais aussi le bois de chauffage intervient dans la vie quotidienne comme exigence supplémentaire et incontournable pour le détenu. Étant démuni et n'ayant pas la capacité financière de s'en procurer, le détenu fait dernier recours à la combustion d'objets pratiques pour simple survie quotidienne et éviter de mourir de faim, faute de bois de chauffage. Ce recours à l'usage d'objets pratiques fait objet de nuisance à la santé des détenus eux-mêmes, de la population environnante et constitue aussi une source majeure de pollution atmosphérique. Selon toujours ESDDH, la combustion de plastique libère de gaz toxiques dans l'atmosphère, tels que le dioxine, et cela constitue une menace pour la végétation, ainsi que pour la santé des êtres humains et des animaux. En effet, le dioxine se dépose sur les plantes et dans les cours d'eau, où elles finissent pour pénétrer dans nos aliments et donc dans notre organisme. Ces dioxines sont des polluants organiques persistants potentiellement mortels qui peuvent causer le cancer et perturber le système respiratoire et thyroïde. L'organisation Ensemble pour le soutien des défenseurs des droits humains en danger et SDDH indique que cette situation qui prévaut dans différentes prisons au Burundi relève en grande partie de la responsabilité de l'administration pénitentiaire. Elle recommande à la Direction générale des affaires pénitentiaires de mettre à disposition de tous les détenus du bois de chauffage nécessaire pour la préparation de leur nourriture. Elle recommande à cette direction également de contrôler et de dégager les bouteilles et autres objets en plastique de la prison qui servent à la combustion et qui peuvent contribuer à la pollution de l'environnement et à la dégradation de la santé de la population carcérale et environnante. Elle recommande de mettre en place dans toutes les prisons burundaises les conditions décentes relatives à la cuisson. Et SDDH recommande également au ministère de la Justice et Garde des Sceaux d'éviter la surpopulation carcérale qui rend la gestion et le traitement des détenus difficiles, voire impossibles, en gardant à cœur le principe, la liberté et la règle et la détention l'exception. Elle recommande également au ministère de l'Environnement de collaborer avec le ministère en charge des affaires pénitentiaires en vue de mettre en place toutes les mesures nécessaires visant à protéger l'environnement. Merci Onésime Dushimagidze. En sécurité, la rédaction de la RPA a pu répertorier une personne assassinée au cours de la semaine qui vient de s'écouler. C'est un homme prénommé Daniel qui a été retrouvé mort sur la colline Fota en commune Ndava de la province Mngaro mercredi dernier. Nos sources en Ndava indiquent que la victime a été étranglée par des personnes qui n'ont pas pu être identifiées. La victime aurait été tuée dans un autre endroit et son corps jeté sur cette colline Fota. Le défunt était natif de la commune Nyabihanga dans la même province d'Umngaro.
Page gouvernance à présent, participation forcée de certains élèves de la commune Kayogoro en province Makamba à une formation paramilitaire pour préparer le jour de commémoration de la mort du président Pierre Nkurunziza, ce que dénoncent leurs parents qui rappellent que les enfants sont envoyés à l'école que pour étudier. Marie-Ange Irakoze. Les écoles qui sont concernées par ces entraînements paramilitaires sont le lycée communal Kawezi, le lycée communal Kayogoro 2 et le lycée communal Kidagi, toutes de la commune Kayogoro en province Makamba. Certains élèves de ces écoles sont choisis pour des formations qui ont commencé depuis maintenant un mois. Selon nos sources à Kayogoro, les élèves formés participeront dans une démonstration lors de la commémoration de ce jeudi de la mort du président Nkurunziza. Ces activités sont dirigées par Chiza Bernard, chef des Imbonerakure en commune Kayogoro et le commissaire de la police à Kayogoro. Ils font des exercices physiques très tôt le matin et finissent vers 10 heures. Après, ils rentrent à la maison. Ils ne peuvent donc pas suivre les activités scolaires. Ils leur disent que l'objectif est de préparer les festivités de commémoration de la mort de Nkurunziza. Mais visiblement, c'est pour endoctriner ces jeunes de l'idéologie des Imbonerakure. Toujours nos sources à Kayogoro, ils choisissent les élèves qui sont apparemment forts. Les parents de ces élèves regrettent que les cours continuent au moment où l'autre partie des élèves est entraînée dans des activités politiques. Ce n'est pas tous les élèves qui participent dans ces exercices physiques. Ils choisissent ceux qui semblent physiquement forts, ce qui fait qu'il y a des élèves qui étudient au moment où d'autres participent dans ces exercices paramilitaires. Les écoles sur lesquelles les élèves ont été choisis sont celles qui se trouvent tout près du chef-lieu de la commune de Kayogoro. Certains parents de la commune Kayogoro déplorent ces activités paramilitaires. Pour eux, ils n'ont pas envoyé les enfants faire la politique, mais ils les ont envoyés étudier. À propos de ces lamentations, nous n'avons pas pu joindre Pierre Simon Nyabenda, administrateur de la commune Kayogoro. Et certains enseignants sont effrayés par l'identification ethnique exigée dans l'actuel recensement de tout le personnel du secteur de l'éducation. Le ministre concerné menace de son côté de suspendre les salaires des contrevenants. Émile Nivasumba. La durée du recensement du personnel du secteur de l'éducation a été prolongée jusqu'à mercredi. Parmi les questions posées au cours de ce recensement figurent les numéros de téléphone, y compris WhatsApp, le numéro de la résidence, le nom de son époux ou de son épouse, les noms des parents, etc. Mais certains enseignants sont surtout préoccupés par la question relative à son ethnie. À la fin, on te demande ton ethnie, tu choisis entre Hutu, Tutsi et toi. Nous avons des inquiétudes. Est-ce que c'est un recensement lié aux ethnies ou bien c'est pour identifier les fonctionnaires fictifs? Est-ce que l'identification ethnique a vraiment sa place dans ce recensement? Le ministre de l'Éducation et de la Recherche scientifique avait expliqué que l'organisation de ce recensement avait un objectif d'éliminer les noms d'enseignants fictifs qui continuent de percevoir des salaires. Le ministre François Habyarimana avait indiqué qu'il en avait découvert près de 4500 cas dans tout le pays. Dans son communiqué de prolongation des délais, le ministre François Habyarimana a mis en garde quiconque boycottera ce recensement. Son salaire sera suspendu, a-t-il dit dans le communiqué. Mais selon un enseignant, ce recensement qui inclut l'identification ethnique a d'autres visées très différentes de celles annoncées et n'est pas organisé ni pour le bien du pays, ni pour le bien des fonctionnaires. Et parlant toujours gouvernance, depuis un peu près de 2 semaines, l'ambulance du district sanitaire de Kinyinya en province Ruyigi n'est pas fonctionnelle. Selon des sources sur place, ce serait suite à la pénurie du carburant de type mazout qui dure maintenant 2 semaines. Pour se déplacer, les malades, quel que soit leur état de santé, utilisent les motos. Une situation qui risque non seulement de mettre en danger leur vie, mais aussi qui a l'impact sur les économies familiales. Le
déplacement à moto coûte cher, mais aussi trouver une moto pour se déplacer est une chance suite au manque du carburant de type essence. Je vous propose d'écouter le témoignage d'un habitant de ce district sanitaire. Depuis vendredi le 26 mai, l'ambulance du district sanitaire de Kinyinya n'est pas en train de fonctionner. C'est suite au manque de carburant. On a pu le constater parce qu'on voyait des malades graves se faire transporter à bord des motos. Quand on a demandé pourquoi les malades se font transporter à bord des motos alors qu'il y a l'ambulance, on nous a répondu que c'est parce qu'elle est au parking par manque de carburant de type mazout. Vous comprenez que c'est un problème sérieux. Voir une femme au travail se faire transporter à moto. C'est la même chose pour des enfants qui ont de l'anémie et qui ont besoin de la transfusion sanguine. Et si par chance tu parviens à avoir la moto, c'est toi-même qui auras l'obligation de payer ce service. Ça coûte cher le déplacement à moto alors que les moyens sont très limités pour la population. C'est aussi gênant parce que la population contribuait pour l'ambulance, donc elle devait avoir pleinement le droit d'accès à ces services, mais voilà que l'on se trouve dans l'obligation de payer les frais de soins de santé et les frais de transport. On demanderait au gouvernement de chercher à résoudre le problème en rapport avec le carburant, ou alors réserver une part considérable pour les structures de santé parce que c'est la garantie pour la santé de la population. La rédaction de la RPA n'a pas pu joindre le médecin-chef de district sanitaire de Kinyinya pour des éclaircissements quant à cette situation. L'entreprise Le Café Gourmand est accusée de violer les droits des travailleurs par le non-respect de certaines clauses de contrat. Les travailleurs indiquent avoir saisi l'inspection du travail à ce propos depuis 2021. Cependant, la descente de l'inspecteur n'a pas produit d'effet. Je vois avec Eric Nyonzima. Le Café Gourmand est une entreprise commerciale œuvrant comme artisan, boulanger et pâtissier. Le Café Gourmand a plus de 80 travailleurs régis par un contrat de travail. Mais selon des sources à l'intérieur de cette entreprise, les contrats sont presque les mêmes pour tous les travailleurs. Le Café Gourmand est également censé suivre le code du travail. L'entreprise a également un règlement d'ordre intérieur. Mais selon les travailleurs, ni le code de travail, ni le règlement d'ordre intérieur, encore moins, le contrat ne sont pas respectés dans certaines de leurs clauses. Cette situation a poussé les travailleurs de l'entreprise Le Café Gourmand de saisir l'inspection du travail. L'appel a été répondu positivement par l'inspection du travail. Ainsi, en date du 24 septembre 2021, l'inspection a signifié à la direction de l'entreprise qu'elle allait effectuer une visite en date du 29 du même mois. Une visite qui, selon des sources à l'intérieur, a ouvert des portes pour une série d'interminables de visites de l'inspecteur Donatien Manirakiza. Pourtant, regrette les travailleurs de cette entreprise n'a toujours pas de changement. Par contre, la majorité des travailleurs qui avaient alerté des clairs non-sources ont été remerciés. La rédaction de la RPA a cherché à connaître le point de vue de Sandrine Nhareme, directrice de l'entreprise Le Café Gourmand, mais elle a rejeté en bloc les accusations portées contre l'entreprise. La rédaction a également pu joindre l'inspecteur Donatien Manirakiza, mais qui n'a pas voulu s'exprimer à ce propos. Dossier à suivre. RPA. Et parlons environnement à présent avant de clore cette édition. Célébration ce lundi de la Journée mondiale de l'environnement. Le thème de cette année est combattre la pollution plastique. Au Burundi, les sachets, les emballages de récupération sont encore utilisés dans différents coins du pays malgré la loi interdisant leur usage. À titre illustratif, en mairie de Bujumbura, les bouteilles en plastique à usage unique sont collectées et vendues au vu et au su de tout le monde. Denis Claire, Ilatkomva. Dans Bujumbura, la capitale économique du Burundi, l'utilisation des sachets en plastique reste une réalité malgré l'interdiction du ministre concerné. Les sachets sont toujours utilisés pour emballer des marchandises dans des boutiques et marchés. Notre source fait savoir que la lutte contre ces plastiques est un combat perdu d'avance.
On risque de se tromper si nous disons qu'on a interdit l'utilisation de ces sachets dans des boutiques. Ces sachets sont toujours utilisés pour emballer du riz, du sucre, de haricots et farine, mais on dit qu'ils ne sont plus vendus au marché. Je pense qu'ils se sont trompés pour cette mesure et elle n'a jamais été respectée. Mis à part ces sachets, notre source fait également savoir que même les bouteilles en plastique à usage unique sont collectées pour être réutilisées dans les ménages, boutiques et marchés. Concernant les bouteilles en plastique mises en par les courrivois éparpillées dans les rues, on les utilise pour conserver du jus fabriqué dans les ménages et vendus dans plusieurs écoles et des terrains de sport où les gens les moins natifs font le sport. Ces bouteilles à usage unique sont utilisées pour conserver de l'huile de palme. On les utilise aussi pour refroidir de l'eau que l'on achète dans des boutiques. Ces bouteilles sont aussi vendues dans des marchés. On les déplace sur des vélos dans des sacs. La situation se présente ainsi alors que le décret présidentiel du 8 août 2018 interdit l'utilisation des emballages non biodégradables. Et parlant toujours de cette journée mondiale de l'environnement, Parsem estime que la protection de l'environnement est très banalisée au Burundi. Pour Faustin Ndikumana, président de l'organisation Parole et Action pour le réveil des consciences et l'évolution des mentalités, il faudra que tous les Burundais se ressaisissent avant qu'il ne soit tard. Faustin Ndikumana, président de Parsem. Et au moment où le monde entier célèbre la journée internationale de l'environnement, cette journée arrive alors que ce secteur est hanté par beaucoup de défis dans notre pays qu'il faut absolument relever. Il y a par exemple la déforestation. Le Burundi a réalisé un problème de déforestation progressive. Il y a la protection des aires protégées qui reste problématique. Il y a le problème d'inondation, le problème de canalisation. Par exemple, ici, dans la ville de Bujumbura, quand il pleut, la situation devient catastrophique. Il y a les constructions anarchiques qui continuent à être érigées ici et là, et sans qu'il y ait des études préalables des terrains. Le traitement des eaux usées et des déchets qui reste problématique. Il y a la pollution du lac Tanganyika, qui est en train de décimer la biodiversité du lac Tanganyika, la protection de la faune et de la flore, l'usage des produits en plastique, l'inondation des cultures quand il pleut, les problèmes d'irrigation, l'érosion des terres qui nous fait perdre des bonnes terres chaque année. 100 tonnes par hectare de terres dans la région de Mumigwa sont perdues suite à l'érosion. Il y a des problèmes sanitaires adéquats qui font que les maladies diarrhéiques ou des messages ont toujours pignon sur rue dans notre pays. La maîtrise des données météorologiques au service de l'agriculture. Autant de défis vraiment qu'il faut relever. Même au niveau des politiques, nous avons une politique nationale de l'environnement qui n'est pas assez vulgarisée pour créer un changement de comportement. Un changement de comportement par rapport au problème de l'environnement. Il y a le code des forestiers, le code de l'eau, le code des fonciers au niveau législatif, mais il faut que ces lois soient appliquées. Nous avons un problème d'application des lois dans notre pays. Il y a des projets comme le Burundi Rambaye. Faustin Ndikumana trouve que même les projets comme Ewe Burundi Rambaye et la loi interdisant l'utilisation des emballages non biodégradables semblent avoir échoué. Cet échec est la conséquence du manque de suivi et évaluation de ces projets, les exécutants n'y trouvant que les moyens de se procurer uniquement de l'argent, estime-t-il. Encore une fois, Faustin Ndikumana, président de Parsem. C'est lié au problème de la gestion budgétaire axée sur le résultat. Ici au Burundi, nous avons l'habitude, le comportement de concevoir des projets dans soit une propagande, une sensibilisation, mais au niveau du suivi et évaluation, rien n'est fait, c'est ça le problème. Donc les fonctionnaires engagés qui ont été recrutés pour piloter ces projets, ils sont intéressés par d'autres avantages, les frais de mission, les salaires, et quoi. Et puis au lieu de s'intéresser, de viser les résultats qu'on doit obtenir, ça devient problématique. On a tous des projets, oui, Burundi Rambaye, c'est un très bon projet. Mais il faut avoir une vision, des résultats à atteindre pendant une période. Il faut faire des évaluations régulières. Combien d'arbres ont été plantés? On veut planter combien d'arbres par an, par province, par commune?
comment gérer le problème de gestion de l'énergie pour que la déforestation et le déboisement ne soient pas toujours une entrave, autant de problèmes, autant de défis qu'il faut intégrer pour avoir un résultat concret, suivi et avec des indicateurs de suivi et d'évaluation très précis. Et voilà, c'est par cette intervention du président de Parsem que nous mettons point final à ce journal. Merci à vous tous qui nous avez suivis. Au micro, vous étiez avec Inès Gakiza et excellente soirée chez vous.